Je vais démarrer tranquillement. Bonjour à tous, donc merci d'être là. Ce matin, on va vous présenter la deuxième vague de l'appel à projet du programme Faire Carbone. Le texte va être en ligne très bientôt. Vous pourrez retrouver évidemment des éléments dans ce texte et puis le webinaire est également enregistré. Donc vous aurez toutes les informations et vous pourrez poser vos questions donc à la suite de ces webinaires et même après. Nous, on continue à faire le service après-vente, même après ce webinaire, Bien. avec des dépôts qui sont... Oui, Sylvie, tu voulais... Je t'interromps déjà, il est en Ouais. ligne ce matin. Ah, magnifique. Voilà. Kevin Passador de l'ANR a envoyé un mail juste avant le démarrage. Ah bah super, bah merci Kevin. Donc ça a été voilà, en un temps record. Et merci Sylvie d'être intervenue. Donc vous pouvez découvrir ce texte sur le site de l'ANR. Alors, brièvement, le contexte du programme. Comme vous le savez, la France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. D'autres pays sont engagés un peu plus tard, vers 2070, mais en tout cas, pour respecter l'accord de Paris ou pour limiter fortement les émissions. De toute façon, à peu près toutes les stratégies nationales, notamment la stratégie française, passent par une mise à contribution forte des écosystèmes continentaux. Donc cette contribution, elle va être de différentes natures. La première nature, c'est qu'il va falloir réduire fortement les émissions. Et donc là, il y a des leviers pour les écosystèmes continentaux. La première, c'est une utilisation accrue de la biomasse, que ce soit pour de l'énergie, pour de la construction. Et également, dans certains pays, notamment la France, les émissions d'origine agricole sont fortes, de l'ordre de 20% des émissions nationales. Et donc, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il va falloir changer drastiquement les pratiques agricoles et également sylvicoles pour aller vers des pratiques moins émettrices. Euh, Quels que soient les choix et les politiques qui seront mises en œuvre, il restera des émissions dites incompressibles qu'il faudra compenser, donc absorber. Et là encore, les écosystèmes continentaux sont considérés comme des suspects idéaux, et donc de voir l'absorption qui pourra être faite par ces écosystèmes. Alors bien sûr, tout ça devra être mis en place en respectant les autres services qui sont rendus par les écosystèmes continentaux, parce que si on fait du carbone que pour le carbone, ça risque de très mal se passer. Et l'autre chose qui n'est pas prise en compte dans ce graphique, par exemple sur la stratégie nationale de la carbone, c'est que les écosystèmes continentaux, avant de se comporter en puits de carbone, il faudrait surtout qu'ils arrêtent de se comporter comme émetteurs, et donc ça aussi, il faudra le prendre en compte dans l'équation. Donc tout ça a fait qu'il y a un certain nombre d'objectifs au programme Faire Carbone. Le premier, c'est de lever les verrous de connaissance sur les processus clés qui régissent le cycle du carbone, ses couplages avec les autres cycles biogéochimiques et leurs réponses aux changements globaux, identifier les leviers écologiques, agronomiques et socio-économiques à actionner pour la mise en œuvre de la transition vers la neutralité climatique. Il y a d'autres objectifs qui sont de mettre à disposition de la communauté scientifique et des porteurs d'enjeux une nouvelle génération de modèles numériques validés sur des jeux de données ouverts. Et un troisième objectif qui est élaborer, tester et évaluer, en concertation avec différents porteurs d'enjeux, des scénarios de trajectoire de changement d'occupation des terres et de pratiques de gestion des ressources dans les territoires qui répondent aux enjeux de la neutralité carbone et accompagner leur mise en œuvre aux échelles locales et nationales. Donc, ces objectifs sont déclinés sous forme de différentes actions au sein du programme Faire Carbone. Et sur l'appel à projet, c'est plutôt ce premier objectif qui est visé, donc sur lever des verrous de connaissances. Donc, sur cet appel à projet, on avait distingué quatre axes différents. Il y a un premier axe sur les processus clés qui gouvernent le transfert et le stockage de carbone le long du continuum terre-mer, en prenant en compte aussi les zones côtières, les estuaires et tous les flux de carbone dans le cadre du continuum terre-mer.
avec les eaux intérieures également, les lacs. On a un axe 2 sur le couplage des cycles dans le contexte du changement global. Donc là, c'est le couplage du cycle du carbone avec les autres cycles, le cycle de l'eau, bien sûr, mais aussi azote, phosphore notamment, et en se plaçant dans un contexte d'évolution climatique, d'utilisation des terres, etc. Ensuite, on a un axe 3 et un axe 4 sur lequel je vais passer très vite ici, puisqu'ils seront présentés plus en détail et de manière plus complète et plus pertinente dans la suite de ce webinaire. Donc, l'axe 3, c'est sur le développement de la production et de la mobilisation de la biomasse végétale. Et il y a un axe 4 sur dynamique du changement et des transitions, modélisation des comportements et évaluation des politiques publiques et des impacts économiques et sociaux. Donc là, je ne détaille pas puisque ce sera détaillé bien plus fortement dans la suite. Donc il y a eu une première vague de cet appel à proposition qui a été en 2 étapes en fait, avec une première étape de lettres d'intention. Donc les lettres d'intention ont été regardées par l'équipe d'animation du programme avec 35 lettres qui ont été sélectionnées pour inviter à déposer un projet complet, souvent avec des propositions de regroupement qui ont été formulées par l'équipe d'animation. Tout ça a fait qu'il y a eu 18 projets complets qui ont été déposés, 12 projets qui ont été auditionnés et 6 projets qui ont été retenus. Donc, il y a eu 6 projets lauréats, peut-être vous connaissez la liste, sinon je vous la rappelle ici. Donc, un projet sur les zones littorales, un projet sur l'efficience de l'utilisation microbienne, un projet sur les lacs, un projet sur l'impact de la sécheresse sur les écosystèmes forestiers, un projet sur le pergélisol et un projet sur les mangroves. Alors nous, on est très contents et très fiers de ces projets. Cependant, vous remarquerez qu'ils sont focalisés sur les axes 1 et 2. Donc, ça nous a amené à accélérer et revoir notre stratégie et à lancer d'ores et déjà une seconde vague de cet appel à proposition d'intérêt qui est focalisé sur les axes 3 et 4 pour lesquels il n'y a pas eu de projets qui ont été retenus ou alors vraiment marginalement lors de la phase 1. Donc, l'autre chose, c'est que il y avait 15 millions d'euros qui étaient prévus pour les AAP dans le cadre du programme Faire Carbone. Donc, il y en a eu 8,9 qui ont été engagés lors de la première phase. Donc, l'enveloppe disponible, c'est de 6,1 millions d'euros. Donc, dans cette seconde vague, donc, on attend des projets de 4 ou 5 ans, entre 800 000 euros et 1,25 million d'euros. On a aussi décidé de ne pas faire la phase de lettre d'intention, mais d'aller directement à la phase des projets complets. Et donc, la date, c'est le 24 janvier. Donc, voilà, ce qui laisse du temps. Comme lors de la première vague, c'est un jury international donc, qui est indépendant de l'équipe d'animation de Faire Carbone. Donc voilà, nous, on a écrit cet appel à projet donc, sur les thématiques où voilà, vous allez les découvrir ou les redécouvrir tout à l'heure. On a également un certain nombre de critères qui sont dans le texte de l'appel à proposition. Mais par contre, l'évaluation est faite totalement en dehors de nous. De la même manière que lors de la première vague, il y aura une étape d'oral pour les projets qui ont été retenus par ce jury international. Et donc là, j'aurais dû corriger. En fait, les résultats, on espère les avoir avant l'été. Ils ne seront pas en avril, puisque ça prend quand même du temps. Donc, on est plutôt sur un timing avant l'été 2024. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est des projets qui répondent aux préoccupations des axes 3 et 4 qui vont être présentés. Voilà. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire des axes 1 et 2, mais il faut que ça réponde de manière principale aux axes 3 et 4. Il faut que ce soit des projets qui soient structurants pour la communauté, donc pluridisciplinaire ou pluriéchelle. Enfin, il faut qu'ils aient une certaine envergure sur ces aspects-là.
et également un souhait d'intégration dans le programme Faire Carbone et un intérêt pour les autres projets. Vous pouvez trouver sur le site les projets ciblés du programme Faire Carbone, également les projets ouverts que j'ai présentés tout à l'heure, mais vous pouvez trouver plus de détails sur le site et n'hésitez pas à venir vers nous si vous souhaitez en savoir plus sur le reste du programme. Donc après cette brève introduction, donc vous pourrez poser des questions après, mais pour l'instant, je pense qu'on va directement passer à la présentation pour l'axe 3, donc sur la biomasse. Donc Julien ou Zénie, je ne sais pas si l'un de vous veut reprendre la main, ou Sylvie, si tu veux réagir à ce que j'ai dit là ou compléter sur certains aspects, évidemment, c'est possible. Non, non, oui, c'était très bien. Rien à ajouter. Alors, moi, je vais arrêter mon partage et Xénie ou Julien, je vous laisse la main. Et après, je pense que c'est Stéphane qui présentera. C'est ça. Est-ce que tu vois mon écran? Ouais, Super. alors là, j'ai le... Ouais, super. Voilà, c'est parfait. C'est en plein écran? OK. Ouais, plein écran. Merci, merci. Bon. Merci, Xénie. Monsieur Pierre. Bonjour à tous et merci d'être venu aujourd'hui et de maintenir l'intérêt pour l'axe 3 de Fair Carbon. Pierre nous a donné une excellente vue d'ensemble, ce que nous voulons réaliser à travers ce projet. Les projets ciblés sont déjà opérationnels, comme tu as vu, et le premier lauréat des appels ouverts commence tout juste le projet. Donc, nous devons maintenant ajouter l'axe 3 et l'axe 4 pour vraiment démarrer tout le projet Fair Carbon. L'axe 3 se concentre sur la place de la production et de l'utilisation de la biomasse végétale dans le cycle de carbone. Donc, l'axe 3 concerne à la fois le flux et le stockage de carbone. Comme vous le voyez dans le schéma, le flux de carbone sont exprimés en gigatonnes par an et correspondent à la relation entre la photosynthèse, la respiration et les activités humaines. Ces phénomènes se produisent à la surface de la Terre et de la mer. Le stockage actuel de carbone est principalement dû à la photosynthèse, qui est ensuite stockée dans la biomasse végétale, dans le sol ou dans l'océan. Il était calculé qu'environ, comme Pierre a dit, 20% jusqu'à 30%, j'ai vu, des émissions de CO2 et de gaz aux effets de serre produits par les activités humaines proviennent du secteur agricole. Donc, ce schéma montre un cycle. Ça veut dire que le carbone prélevé doit être reconstitué. Comme Pierre nous a dit, la stratégie nationale bas carbone voudrait que la France puisse tenir ses engagements de neutralité carbone entre ici et 2050 en augmentant le prélèvement de biomasse et en augmentant le stockage de carbone dans les écosystèmes. Est-ce possible? Donc, la question se pose, comment pouvons-nous produire davantage de biomasse végétale, l'utiliser pour l'alimentation et l'énergie, tout en augmentant le puits de carbone et en réduisant les émissions? Donc, pour modéliser, prévoir et trouver des solutions, nous avons besoin de plus de connaissances. Voici une liste de questions que nous sommes importants parler au cœur de la question. Le premier, c'est comment améliorer l'utilisation des ressources. La lumière, par la photosynthèse, l'eau et les minéraux, le plus utilisé par l'agriculture, par la végétation. Comment mieux quantifier l'efficacité des racines de plantes et de la rhizosphère? Quel rôle des algues dans la séquestration de carbone sur le territoire côtier français? Quel rôle pour la matière organique? Comment la végétation réagit-elle au changement climatique, qu'il s'agisse de tendances ou d'événements extrêmes? Et finalement, quelle est la viabilité économique des itinéraires innovants d'usage de ces biomasses? Ces questions sont ouvertes et nécessitent des recherches fondamentales et appliquées pour y répondre. Bon, maintenant, je vais passer le mot à Julien, qui est le co-animateur sur l'axe avec moi. Merci Xénie et bonjour à toutes et tous. Donc, au sein de cet axe 3, pour répondre en fait, aborder les questions qui ont été présentées juste avant par Xénie, il y a une organisation qui est proposée avec trois échelles en fait qui devront être abordées à travers les réponses que vous formulerez à cet appel à projet.
Le premier niveau spatial, on va dire, c'est au niveau des plantes, qu'elles soient terrestres ou aquatiques. Le deuxième, c'est plutôt à l'échelle des systèmes de culture ou des forêts gérées. Et puis le troisième, qui renvoie directement vers la mobilisation, l'utilisation de la biomasse, c'est au niveau des impacts de la production de cette biomasse et de ses usages. Alors de manière un peu plus spécifique, au niveau des plantes, les mots-clés, je dirais, de cet axe 3, dans cet appel à projet, c'est autour de la fixation de l'allocation du carbone au sein des plantes, les mécanismes moléculaires, les régulations photosynthétiques également pour accroître finalement le captage de CO2 et l'efficience d'utilisation du CO2, des minéraux et de la lumière, de répondre également ou de voir comment les organismes végétaux répondent au stress abiotique combiné. Et en termes de méthodologies qui peuvent être mobilisées, ça peut faire appel à de la mobilisation, à la modélisation, pardon, à la télédétection, entre autres choses. Au niveau de l'échelle des systèmes de culture, donc l'objectif, c'est de parvenir à identifier, imaginer des systèmes qui captent davantage de CO2, qui soient aussi moins émetteurs en gaz à effet de serre, plus résilients aux effets du changement climatique. On pense en particulier au stress hydrique, à l'augmentation des températures, l'augmentation du CO2 en particulier. Et donc à cette échelle-là, ce qui peut être abordé, ce sont des nouvelles pratiques de gestion, et notamment au sein de ces nouvelles pratiques de gestion, comment mobiliser davantage la diversité spécifique des espèces végétales, et travailler autour donc de l'efficience d'utilisation des ressources telles que l'eau, les intrants de manière générale. Et puis sur la troisième échelle, le troisième niveau dans cet axe 3, qui est autour donc de la mobilisation, il s'agira de s'intéresser et d'évaluer en fait les impacts sur le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, et si possible tous les gaz à effet de serre, pas que le CO2, mais également de s'intéresser aux autres impacts environnementaux. Donc ça renvoie vers notamment les impacts sur la biodiversité, sur l'utilisation de l'eau, encore une fois. De voir également par rapport aux différentes stratégies envisageables d'exportation de la biomasse versus une restitution accrue de cette biomasse dans les écosystèmes, quelles sont les stratégies les plus vertueuses. On peut également s'intéresser aux effets des fertilisants de synthèse versus le recyclage des matières organiques. Et puis, ce qui était mentionné avant également, s'intéresser aux usages alimentaires versus énergétiques en particulier. En tout cas, ce qui est important à prendre en compte, c'est que ce qui est attendu dans les réponses à cet appel à projet, c'est que ces trois dimensions, ces trois échelles soient prises en compte, alors avec des différents niveaux de focus, on va dire, mais qu'en tout cas, qu'il y ait une intégration de ces trois niveaux et des collaborations avec ces trois niveaux d'échelle et d'intervention qui soient attendus. Diapositive suivante, Xénie, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi j'ai... Ah, pardon, ça passe Ça pas va visiblement. arriver. Ah oui, excuse-moi. Voilà, ouais, Désolée. merci. Donc on a repris ici un certain nombre de questions que certains d'entre vous en fait nous ont déjà relayées ou qu'on a peut-être un petit peu anticipées, sur lesquelles on pourra revenir après, mais très brièvement, parmi les points exigés dans la réponse à l'appel à projet, il y a le caractère structurant et notamment le fait d'avoir un consortium qui regroupe au minimum 4 équipes différentes, les équipes pouvant être au sein d'une même unité, d'une même UMR. Comme l'a rappelé Pierre tout à l'heure, il n'y a pas de lettre d'intention à soumettre, c'est directement un document de 20 pages qui devrait être soumis. Il n'est pas nécessaire d'avoir participé au premier appel à projet pour pouvoir candidater, soumissionner à cet appel à projet. En termes de système de production, c'est très ouvert à partir du moment où il s'agit d'écosystèmes terrestres. Ça peut être donc des agroécosystèmes, inclure de l'agroforesterie, de la sylviculture, de l'aquaculture également. Il y a un focus fort autour du stockage de carbone dans la biomasse, mais pas que, c'est-à-dire que le compartiment sol, le recyclage des matières organiques en particulier font totalement partie, donc comme on l'a dit avant, des mots-clés de cet axe 3. Diapositive suivante, Xénie.
également peut-être revenir sur, et je pense qu'on reviendra dessus plus largement, sur qu'est-ce qu'on entend par caractère fédérateur et structurant. Et je crois que ce qu'il faut retenir sur ce point-là, c'est que l'idée, c'est que cet appel à projet puisse permettre de nourrir peut-être de nouvelles collaborations avec d'autres équipes de recherche au niveau des communautés françaises, qui permettent justement d'aborder les trois dimensions évoquées sur cet axe 3 en particulier. Et par rapport justement à ces trois dimensions et aux différentes échelles, euh, il est demandé que ces différentes échelles soient abordées de manière concomitante en fait au sein des projets. En même temps, on a conscience que, comme on le disait avant, le curseur il sera probablement difficile de mettre le curseur au même niveau pour aborder ces ces trois échelles différentes. Et donc, on vous invite en tout cas dans vos propositions clairement expliciter les limites aussi, peut-être, dans votre proposition, à aborder ces différentes échelles. De la même manière que peut-être la partie autour de l'utilisation, la mobilisation de la biomasse, parce qu'on a eu des retours de collègues qui disaient qu'ils étaient peut-être moins à l'aise avec ce thème-là. Ce qu'on vous invite à faire, c'est en tout cas imaginez comment votre proposition pourrait intégrer, même si votre équipe ne mobilise pas les compétences nécessaires pour traiter de cette partie-là. En tout cas, d'expliquer pourquoi vous le ferez pas, comment vous aimeriez le faire ou comment vous imagineriez pouvoir le faire, et quelles seraient les compétences complémentaires en fait qui seraient nécessaires d'associer à votre proposition dans ce cas-là pour pouvoir traiter également de cette dimension relative à la mobilisation et à l'utilisation de la biomasse. Donc là, on a résumé quelques-unes des questions en fait qui nous avaient été remontées avant la publication de l'appel à projet. Voilà, c'est un peu pour lancer la discussion qui viendra après. Je pense que de notre côté, on va s'en tenir là pour l'axe 3 et puis on va passer la parole aux collègues de l'axe 4. Merci Xeni. Et merci, merci Xénie, merci Julien. Du coup, je passe la parole à Stéphane. Bonjour à tous, j'essaie de partager mon écran, voilà, vous le voyez. C'est Ouais, c'est bon. hop, là, c'est mon présentation. C'est bon pour vous? Alors, ça met un peu de temps à arriver. Voilà, c'est parfait. C'est bon. Voilà. Bonjour à tous, merci pour votre présence et puis pour cette opportunité de présenter donc l'axe 4 de Faire Carbone que on co-anime avec Hervé Guillaumard et Cathy Laroche-Duprat qui sont dans la salle virtuelle et qui pourront contribuer également aux réponses à la discussion ensuite. Donc cet axe, il a été intitulé, il correspond au thème 2 de l'appel d'offres et il s'intitule Dynamique du changement et des transitions, modélisation des comportements, évaluation des politiques publiques et des impacts économiques et sociaux. Et il a une dimension économique importante, et plus largement sciences humaines et sociales. Donc, je voudrais commencer par quelques paradoxes en faisant écho à des choses qu'a évoqué Pierre tout à l'heure. D'un côté, ça a été rappelé, on le sait tous, une urgence de l'action climatique pour infléchir la trajectoire sur laquelle on est. Et puis, dans le même temps, quand vous regardez, alors, ça dépend des secteurs, ça dépend des pays, mais quand on regarde les choses à une échelle assez agrégée, on ne voit pas beaucoup de choses dans les tendances d'émissions actuelles, en tout cas à la hauteur de l'enjeu. Dans le même temps, donc premier paradoxe, dans le même temps, on sait qu'on a, et c'était un des enseignements de la R6, de l'IPCC, on sait qu'on a des solutions d'un point de vue technique. Ces solutions, on peut les envisager à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande. Et puis, paradoxe, on voit que dans les faits, on a une adoption faible, on a des résistances fortes vis-à-vis des politiques, soit qui sont mises en œuvre, soit qui ne sont pas à mettre en œuvre. Pierre l'a rappelé, il y a un rôle central, et puis c'est au cœur du PEPR, il y a un rôle central des écosystèmes continentaux et donc de l'agriculture, de la forêt et des usages des sols en général pour atteindre la neutralité carbone. Et dans le même temps, on a un secteur qui est très largement absent des politiques climatiques, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde.
Et puis, dernier paradoxe, tous les verrous qu'on peut envisager, ils tiennent très largement à des comportements, notamment des comportements économiques des agents ou à des politiques publiques. Et dans le même temps, l'économie et les sciences sociales au sens large sont souvent moins représentées dans les recherches menées sur le sujet, ou alors de façon plus fragmentée, et souvent en deuxième rideau, en appui à des questions qui partent de la science, enfin de la science des écosystèmes en général. Donc les objectifs là sur ce thème, il y a des choses qui sont bien sûr communes à ce qui a été dit précédemment. C'est spécifiquement de mieux comprendre, de se doter, de renforcer nos capacités de modélisation pour mieux comprendre l'ensemble des maillons de la chaîne, du triptyque, on va dire, comportement des agents, politique publique et impact environnementaux et économiques de ces politiques pour infléchir les trajectoires qui permettraient de nous amener vers la neutralité carbone. Puis il y a un objectif plus opérationnel qui est plus général, qui est de mobiliser, de structurer la communauté française en économie, en sciences sociales, en interaction avec les autres disciplines qui sont dans le PEPR, bien sûr, mais de mobiliser cette communauté autour de ces questions et avec une opportunité intéressante dans le cadre de ce type de programme, qui est de bénéficier des infrastructures et d'y contribuer, que ce soit en termes de données, de plateformes de modélisation, de scénarios. Et ça, Faire Carbone, c'est un chouette endroit pour faire ça. Donc, on a plusieurs défis. On a des défis qui concernent les incitations qu'on doit fournir aux agents pour qu'on déploie de manière efficace et effective, j'ai envie de dire, les actions d'atténuation et d'adaptation dans les secteurs qui concernent les écosystèmes continentaux, que ce soit agricoles, forestiers, mais plus largement, parce que tout ça, c'est pas indépendant, aussi les systèmes alimentaires dans leur ensemble, et en lien aussi avec la fourniture possiblement d'énergie biosourcée ou de molécules biosourcées. On a un défi de renforcer l'évaluation des impacts économiques, environnementaux des dispositifs de politique climatique qu'on peut imaginer ou qui sont en place, et puis des autres politiques qui peuvent interagir avec elles. Voilà. On a un défi qui nous tient à cœur également, c'est d'intégrer l'ensemble des systèmes alimentaires, pas seulement de s'imaginer qu'on pourra piloter le système uniquement par l'offre, mais que la demande a un rôle important à jouer également. Et puis, on a une opportunité, un défi qui consiste à tirer parti d'un grand nombre de sources de données, qu'elles soient économiques ou environnementales, et de développement et méthodologiques récents, notamment en économie, pour développer ou pousser plus loin, développer des nouvelles capacités de modélisation ou pousser plus loin des modélisations existantes. Donc, en gros, ce thème, il a été organisé autour de ce triptyque dont j'ai parlé tout à l'heure et sur lequel je vais revenir un peu plus en détail. Développer les modélisations qui permettent de mieux comprendre et représenter les comportements des agents dans un sens générique, et comment ils répondent aux politiques publiques qu'on peut mettre en place. Développer les approches quantitatives également qui permettent d'évaluer l'efficacité de ces instruments de politique publique, et puis d'enrichir ces évaluations avec un ensemble d'impacts à la fois économiques et environnementaux. Je vais revenir sur chacun des éléments de ce triptyque de façon pour un peu leur donner sens. Donc, sur le comportement la modélisation du comportement des agents et comment ils répondent aux politiques publiques, ce qu'on entend derrière, c'est à la fois du côté de l'offre, donc ça concerne les pratiques agricoles, ça concerne les pratiques forestières, ça concerne les usages des sols, ça concerne comment on gère le foncier, etc. Mais également du côté de la demande, notamment avec l'émergence, la compréhension de l'émergence de nouveaux modes de consommation, la prise en compte du gaspillage alimentaire et différents éléments du côté de la demande qui ont un impact, potentiellement un impact important sur les marchés et sur, in fine, les résultats environnementaux et le cycle du carbone et le fonctionnement des écosystèmes. Et dans ce cadre-là, je pense que un des aspects qu'on a mis en avant également, c'est le rôle de l'ensemble de la chaîne de valeur, donc pas seulement
l'assiette d'un côté et la fourche de l'autre, mais également la transformation, la distribution, le rôle des échanges internationaux et des marchés internationaux dans la transmission à la fois des incitations et des politiques publiques et dans la formation des prix qui gouvernent une grande partie des comportements qui sont importants pour les questions qu'on regarde. Cette modélisation, il y a aussi un élément important qu'on a mis en avant, c'est la prise en compte de l'hétérogénéité dans l'espace en fonction du contexte biophysique, et ça reviendra sur l'articulation des échelles, qui est également un élément important. Et puis enfin, ce comportement, il doit se comprendre bien sûr dans la perspective de l'atténuation, de la contribution à la réduction des émissions, mais également dans un contexte de changement climatique dans la mesure où ce changement climatique est là et sera là à court et moyen terme, et donc en articulant également les dimensions adaptation, y compris dans leur dimension parfois de maladaptation. En ce qui concerne l'évaluation des politiques publiques et de leur efficacité, l'idée, c'est bien sûr de prendre à la fois les impacts économiques et environnementaux. Ça recouvre à la fois des évaluations qu'on peut faire ex ante, c'est-à-dire sur la base de simulations de politiques qui ne sont pas aujourd'hui mises en place, mais ça peut prendre aussi la forme d'évaluations ex post sur des politiques soit climatiques, soit liées aux impacts climatiques ou sur les cycles du carbone, et d'évaluer ex post leurs donc des politiques existantes et d'évaluer ex post leur efficacité. Ça peut recouvrir un ensemble d'instruments de différentes natures. On peut penser à des instruments volontaires, on peut penser ici au développement du carbone, de la certification, du carbone farming, etc. Mais aussi des instruments obligatoires, type une taxe carbone ou qui serait appliquée au secteur agricole, alimentaire et à l'ensemble de leurs effets sur les flux de carbone, avec notamment des possibles interactions entre elles. Ça peut être des instruments en prix, ça peut être des instruments en quantité, des instruments de second, etc. La prise en compte dans l'évaluation des impacts en retour sur les marchés agricoles, alimentaires et fonciers, c'est un élément important pour avoir une évaluation fine et la plus exacte possible des effets in fine des politiques publiques. Et puis, on a mis aussi l'accent sur les conditions de déploiement des instruments auxquels on peut penser, en termes d'acceptation, en termes d'adoption, quand il s'agit d'instruments volontaires, en termes d'évaluation des coûts de monitoring, de rapportage et de vérification qui peuvent être impliqués, et y compris dans la mesure où il peut y avoir des évolutions techniques importantes sur les dispositifs de MRV, par exemple. Et enfin, enrichir les impacts économiques et environnementaux pris en compte. Derrière, c'est quelque chose qui a déjà été dit par Julien tout à l'heure, au-delà des seules implications pour le carbone, pour les émissions de gaz à effet de serre dans leur ensemble dues aux écosystèmes et des implications pour le climat. L'impact, ce qui est important aussi, c'est d'aller plus loin vers la prise en compte de l'impact sur le fonctionnement des écosystèmes et sur l'ensemble des dimensions de la durabilité, et de faire apparaître des possibles compromis ou synergies qui peuvent exister entre ces différentes dimensions. La prise en compte de l'hétérogénéité à la fois dans l'espace, j'en ai parlé tout à l'heure, ça veut dire à différentes échelles spatiales qui peuvent être combinées et qui peuvent être pas forcément les mêmes pour ce qui est du contexte pertinent pour les comportements, du contexte des échelles qui sont pertinentes pour la mise en œuvre des politiques publiques et des interactions, notamment au niveau international ou à des échelles plus larges que nationales. Et puis dans le temps, avec des effets qui peuvent différer à court, moyen et long terme, notamment dans un contexte de changement climatique et si on se projette dans des scénarios climatiques. Et le dernier élément du point de vue de l'enrichissement des impacts économiques et environnementaux, c'est la prise en compte des effets redistributifs des politiques publiques et de leur impact en termes de justice environnementale ou en termes d'impact purement économique et sur la distribution des revenus.
Donc, en guise de conclusion, l'idée, vous le sentez, c'est d'un peu d'inverser le paradigme habituel avec un point de départ sur l'apport que peuvent avoir l'économie et les sciences sociales en général sur ces questions, mais bien sûr en lien avec les questions mises en avant dans les autres axes du programme. Donc ça, c'est une dimension importante. L'idée, c'est de tirer parti des avancées récentes dans les disciplines de sciences économiques et sociales. On peut penser par exemple en termes de modèles structurels, en termes de méthodes d'évaluation, en termes de méthodes de simulation, etc. Et en bénéficiant des données riches qui peuvent être accumulées dans le cadre de ce programme du côté des sciences de l'environnement en général. Donc là, il y a, je pense, des opportunités très chouettes pour les recherches qu'on peut faire là-dessus. On a mis l'accent sur la modélisation et l'évaluation quantitative, mais on laisse ouvert également des apports plus théoriques, bien sûr qui doivent être pertinents, s'ils peuvent éclairer des mécanismes qui ne sont pas pris en compte ailleurs et qui peuvent donner de nouvelles perspectives. Et puis bien sûr, bon là on a fait un peu un inventaire très large, donc ça peut être un peu vertigineux, mais on n'attend pas nécessairement un modèle qui ferait tout, quoi. Mais il y a la nécessité d'avancer sur plusieurs de ces dimensions. Et donc, ce qu'on attend, c'est que les projets qui y répondent permettent d'avancer sur plusieurs des éléments qui ont été mis en avant. Voilà, je vais m'arrêter là. Tant Cathy que Hervé sont également là, et n'hésitez pas à nous contacter, et puis on va avoir le temps d'échange aussi pour discuter de ces différents aspects. Merci. Merci Stéphane, et puis merci Hervé et Catherine aussi puisque vous avez bossé tous les trois pour préparer cet axe. Du coup, ce que je vous propose, c'est de lever la main dans le chat si vous avez des questions, des besoins de précision par rapport à ce qui vient d'être dit cette dernière demi-heure. Je crois qu'il y a Laurent Turiès bonjour Laurent, qui a levé la main. Oui, bonjour. Donc, merci à tous pour vos explications. Il y a encore peut-être des petits trucs qui restent en suspens, notamment par rapport aux prérequis. Donc, est-ce qu'il y a des prérequis d'ordre géographique? Est-ce que si on se propose d'étudier un certain nombre de questions hors France, métropole, on est systématiquement en géo ou pas? Et un autre type de prérequis, c'est par rapport au partenariat. Est-ce que dans les minimum 4 équipes, il faut, à l'idéal, intégrer une équipe INRAE et une équipe CNRS? C'est un peu une boutade, mais je voudrais avoir votre réponse là-dessus. Voilà. Et ça se mène là-dessus. Après, je peux m'analyser sur les autres. Alors, je peux commencer pour la réponse. Donc, hors métropole, non, c'est pas un problème, évidemment. Ça peut, dans les projets de la vague 1, il y a des projets qui ont des terrains hors métropole. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, la dimension structurante à laquelle il faut veiller, mais il peut y avoir une structuration même sans la métropole. Ça, c'est pas un problème. Alors, sur les 4 équipes, je vais revenir là-dessus. C'est quelque chose qu'on avait mis dans l'appel d'offres. En fait, après discussion avec l'ANR, on a changé parce que cette dimension, elle est un peu... est-ce que c'est 4 UMR? Est-ce que c'est 4 équipes? Bon, on partait sur quelque chose de flou. Donc, en fait, ça a disparu de l'appel à projet si vous le lisez. Cependant, il y a quand même cet impératif de structuration qui est important. Et donc, être structurant à 2, moi, ça me semble compliqué. Et donc, sur cette structuration, c'était aussi par rapport au nombre de partenaires. C'est-à-dire qu'il peut y avoir que 2 partenaires, mais 10 UMR. Donc, c'est pour ça qu'on a fait sauter cette chose-là. Et donc, c'est vraiment la structuration sur laquelle il faut insister. Équipe INRAE et CNRS indispensable, non. Là, il n'y a vraiment pas de prérequis sur ça.
Voilà, en plus, c'est un jury international donc sur ces aspects vraiment qui pourraient être de politique, politicienne française, vraiment, je pense qu'ils s'en foutent complètement. Donc, voilà, je sais pas si Sylvie ou les animateurs d'Axe veulent réagir sur ça, mais ou Laurence, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, moi, c'est relativement clair. En tout cas, pour ces aspects-là, oui. Ok. Alors, du coup, moi, je vois pas Il y a forcément. une question dans le chat de Thierry Brunel qui dit le consortium peut-il intégrer des équipes internationales? Vas-y, Ouais, Pierre. je peux répondre. Oui. Donc, la règle l'appel enfin, des PEPR, en fait, c'est de financer des équipes euh, enfin, l'écosystème universitaire français. Donc, si c'est une unité qui est aussi à l'international, c'est possible. Mais les financements, ce seront pour des partenaires de l'écosystème universitaire français. C'est-à-dire que même une entreprise, par exemple, si elle peut être partenaire, mais elle viendra en autofinancement. Et donc, pour les équipes internationales, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un financement pour ces équipes internationales. Cependant, elles peuvent apparaître en autofinancement. Donc là, si je dis une bêtise, Stéphanie et Kéline, vous n'hésitez pas à intervenir de l'ANR, mais en autofinancement, c'est possible. Après, dans Faire Carbone, il y aura aussi des bourses de mobilité internationale, et donc il y aura des possibilités à ce moment-là, mais par contre, ce ne sera pas un partenaire dans l'appel d'offres. Sylvie, je te vois, tu veux réagir? Non, j'avais interprété équipe internationale aussi comme des laboratoires internationaux dans lesquels il y a des équipes françaises. Ça, c'est Et pas du le coup, cas. l'argent peut arriver sur des chercheurs de l'université ou INRA ou CINERES ou CIRAD qui seraient impliqués dans un laboratoire international. Mais de fait, ça arrive quand même sur les noms ou sur les activités déclarées de la composante nationale d'un laboratoire qui serait international. Bon, je pense à voilà, l'UMR Bioéco-Agro que je connais bien, bon, qui a une composante en Belgique, en France, voilà, ça ne va pas après aux équipes à faire leur sauce, voilà, je pense que c'est ça, c'était peut-être ça aussi la question. Il y a une question dans le chat, Isabelle. Ah oui, Euh, donc je garde mon job de lire le chat, pardon Pierre. Donc la question d'Isabelle, quelle est la procédure suivie pour choisir les membres du jury international? Question 2, est-ce qu'il y a une étape d'audition en présentiel comme en phase 1? Donc peut-être Isabelle, tu n'étais pas arrivée au tout début, je ne sais pas. En tout cas, je réponds à la deuxième question, oui. C'est prévu, hein, cette phase d'audition. Donc, elle est annoncée dans l'appel à projet aussi, ce qui n'était pas le cas dans la phase 1. Et sur la question 1, Pierre, tu réponds ou je réponds? comme tu veux. La procédure, elle est la même que sur la phase 1, c'est-à-dire nous, à la demande de l'ANR, nous avons fourni un certain nombre de noms d'experts de pays étrangers couvrant l'ensemble des spécialités de l'appel à projet. On en a fourni d'ailleurs beaucoup parce que beaucoup ne répondent pas ou répondent négativement, hein. Et donc après, le jury a été formé par l'ANR, pas par nous, hein, sur la base des réponses positives des gens qui étaient sollicités. Et pour la phase 2, ben, il se passe la même chose. Nous avons redonné un certain nombre de noms
parce qu'on ne sait pas qui va être commun aux deux phases. Les chercheurs, vous savez, ils peuvent avoir accepté la première fois et pas pouvoir la deuxième. Enfin bref, en veillant à l'équilibre sur les spécialités, notamment des axes 3 et 4, des deux thèmes, mais en s'assurant que comme les projets peuvent être en interaction bien sûr avec, par exemple, l'axe 2, qu'il y ait des experts qui couvrent l'ensemble des thèmes de fer carbone. Pierre, tu veux compléter? Non, non, c'était complet. Est-ce que c'est clair? Mhm. Et peut-être une autre, nous ne connaissons pas la composition finale du jury jusqu'à la phase où ils ont fait leur travail, en fait, hein. Nous n'intervenons que sur la proposition des noms, mais pas sur la formation du jury, en fait. Peut-être que Stéphanie ou Kevin, si vous voulez rajouter quelque chose. Non, non, je te remercie, Sylvie. Je crois que c'était parfait dans ton explication. Effectivement. Alors, il y avait un complément, peut-être ça doit être d'Isabelle. Des membres du premier jury pourraient-ils être à nouveau dans le jury de la phase 2? Oui, Je pense que oui, ils pour pourraient, hein. certains, oui. N'hésitez pas à lever la main. Mhm. Soit aussi pour les thèmes, hein, pour des précisions sur les thèmes ou sur la procédure comme nous faisons maintenant. Mhm. Il y a Laure. Laure, Ouais, je lève physiquement la main, désolée. Je me demandais, pour l'axe 3, il y avait des questions-réponses sur si on pensait, enfin, selon ce qu'il fallait intégrer ou pas, etc. Stéphane, c'est très vaste ce que tu as, ce que tu as présenté. Et en gros, c'est quoi le minimum d'échelle, d'instruments, voilà, pour postuler? Ouais, donc on n'a pas fait le même. Ah, pardon. Là, c'est mieux comme ça, peut-être. Parfait, on t'entend. on t'entend bien, ouais. On n'a pas fait le même travail de questions-réponses que dans l'axe 3, en partie parce qu'on n'a pas eu de questions aussi spécifiques non plus. Alors, je vais parler sous le contrôle n'hésitez pas à intervenir, Cathy et Hervé. Effectivement, le périmètre qu'on a balayé est très, très large. L'idée, c'est d'avoir des projets qui contribuent, bien sûr, qui ne vont pas répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées ici, mais qui contribuent suffisamment en termes de variété d'échelle, au moins, et d'aller plus loin en termes de prise en compte des impacts que ce qu'on peut faire habituellement, soit en se concentrant seulement sur l'offre, soit en se concentrant uniquement sur euh, comment dire, les seuls impacts carbone ou émissions de gaz à effet de serre. Ben voilà. L'idée, c'est quand même que ça aille au-delà de ce qu'on pourrait appeler le business as usual. Je ne sais pas si Cathy et Hervé, vous voulez compléter là-dessus. On n'a pas défini de... Alors, ça va être peut-être un problème sur le jury ensuite, mais on n'a pas défini un minimum 2 échelles, minimum temps d'impact, minimum tel secteur considéré, etc. De même sur le nombre d'équipes impliquées, l'idée c'est que on puisse montrer un caractère structurant. Après, on n'est pas non plus une communauté aussi vaste que d'autres. Donc, bon. Mais en même temps, on ne sait pas exactement ce que le jury retiendra au final. Mais il faut montrer que, ce que tu as dit, Stéphane, c'est ça, c'est que ça va au-delà du business as usual et qu'il y a une ambition structurante et problématique, quoi.
Il y a une question dans le chat. Est-il possible est-il possible de participer simultanément à une réponse à la PPEPR SAMS et Faire Carbone? Les deux programmes ont des intersections assez larges côté alimentation. Bah, rien n'est interdit. Après, si, si le même projet est financé à SAMS et à Faire Carbone, bah, c'est un problème. Donc, je ne sais pas trop comment répondre à ça. Après, nous, dans l'animation du PEPR, on aura aussi une responsabilité d'animer en lien avec les autres PEPR qui ont des sujets sur des thématiques connexes. Donc, je ne sais pas trop comment répondre à cette question parce que est-il possible? La réponse c'est oui. Est-ce que est-ce que c'est souhaitable? Alors, normalement, ça ne devrait pas être exactement le même projet, parce que même si les intersections sont larges, c'est quand même pas tout à fait exactement les mêmes objectifs. Ouais, je sais pas comment répondre. Je pense que, enfin, si j'étais en position de déposer un projet, j'essaierais oui, bah, Les animateurs, là, ont levé la main. Peut-être pour Stéphane, Hervé, pour répondre, hein, c'est ça? Bah Sur oui, la c'était partie pour. alimentaire? Alors bon, peut-être qu'il y a une réponse institutionnelle aussi du côté et du projet et de l'ENR, mais dans ma perspective, effectivement, alors ça se pose pas qu'avec cet autre programme, hein. Il y a d'autres programmes qui sont connexes où il peut y avoir un champ d'intersection. Euh, pour moi, ce qui se passe dans Faire Carbone alors je pense que c'est important, d'englober l'aspect alimentaire, donc ça c'est une première dimension, mais deux, il doit quand même apporter quelque chose sur la question qui nous intéresse, c'est-à-dire la contribution des écosystèmes continentaux sur le cycle du carbone et des autres nutriments et les effets en retour sur les trajectoires qu'on s'est fixées en termes de neutralité par carbone. Donc, si c'est pris sous cet axe-là, moi, ça me paraît légitime à rentrer dans le thème 2 et de ce TPR. Alors, je n'ai pas tous les éléments de SAMS en tête, mais j'ai l'impression que le focus est un peu différent dans ça. Si je peux rajouter juste un mot, enfin, pour Fabrice, enfin, pour répondre à Fabrice, quoi. C'est ce que je répondrais comme Pierre, je pense qu'il n'y a pas d'interdiction, quoi. Le minimum, c'est si tu déposes dans l'un et l'autre, c'est d'expliquer dans chaque projet en quoi tu te différencies quand tu proposes à SAMS ou versus à Faire Carbone, pour qu'on sache, quoi, enfin, pour que tout le monde sache clairement où vous êtes, quoi. La deuxième chose, après, ce que je dirais par rapport à ce que je comprends et ce que j'ai lu un peu de toi et de SAMS, quoi, c'est si tu es surtout, enfin, si tu es exclusivement alimentation, le réceptacle, c'est plus SAMS que Faire Carbone. C'est ce que j'aurais tendance à répondre, quoi. Et c'est un peu ce qu'a dit Stéphane, quoi. C'est-à-dire que, en gros, avec mon langage à moi, pour Faire Carbone, il faut coupler de la demande et de l'offre, quoi. Voilà. Merci. Il y avait une autre main. Oui, Daniel Gilbert. Oui. Oui, bonjour à tous. Moi, je travaille sur un écosystème qui est la tourbière Asfaigne et la tourbière en général, où on se pose des questions tout à fait à l'interface écologie-économie. Donc là, je suis plutôt en train de déployer actuellement la partie, c'est déjà l'interface, hein, mais qui est l'inventaire des tourbières. Et puis, on souhaite développer des projets, alors notamment avec les parcs naturels régionaux, la Brière et dans la Salle. Mais aussi le Cotentin et puis le Marais Poitevin. Mais le problème, c'est que en fait, il n'y a pas d'acteurs dans ce domaine-là. C'est-à-dire que je pourrais déposer un projet, mais je connais pas d'autres personnes qui travaillent sur ces questions d'économie ou de politique sur les tourbières. Et du coup, je développer un projet tout seul, là, ça ne m'intéresse pas.
Et je ne sais pas comment on pourrait faire pour faire apparaître un réseau, en fait, sur ces questions-là. C'est-à-dire pour essayer de trouver suffisamment de personnes qui seraient intéressées pour développer des recherches sur ces questions-là. Après, on rentre sur le fond. J'avais commencé à travailler avec le Césaire sur ces questions d'atténuation. J'ai arrêté parce qu'on n'avait pas d'inventaire. Mais même si on est sur ces questions, il n'y a pas la masse critique. On parlait tout à l'heure de la masse critique en termes de personnes concernées par ça. Et il n'y a pas en France. Moi, je ne connais pas d'autres personnes qui travaillent sur l'économie des tourbières. Et du coup, je suis un peu limité. Donc, est-ce qu'il y aurait des solutions pour essayer de créer ce réseau ou créer, je ne sais pas, un forum de discussion, quelque chose qui permettrait de régler ce problème-là? Voilà. Stéphane a levé la main, c'est pour répondre à cette question ou c'est autre chose? Oui, c'est sur cet élément-là, mais Ah. peut-être que j'ai vu Stéphanie, que je pense que non. Non, c'est autre chose, c'était Stéphanie. sur l'articulation peut-être avec les autres PEPR. Sur la D'accord. question précédente, peut-être. Donc peut-être en attendant, donc je me permets, avant de répondre, il y avait Christophe Lomion dans le chat qui dit, parce que ça rejoint une animation scientifique interne au PEPR, est-elle prévue pour aider des collectifs à se fédérer cet automne sur les 2 axes de l'appel à projet? Donc ça rejoint la question de, je caricature, je suis tout seul, comment je fais voilà, donc effectivement, c'est dans les missions et la vocation du PEPR. Alors on avait essayé de l'initier sur le premier appel à projet. Il y avait eu plus ou moins de demandes, plus ou moins, mais il y avait eu la phase de l'aide d'intention qui avait finalement servi un petit peu à faire un retour et aux gens qui pouvaient se contacter mutuellement. Là, Pierre, je vais te laisser passer la main, mais on peut tout à fait imaginer, de toute façon, c'est dans l'émission du PEPR, d'avoir des webinaires, de créer finalement un certain nombre, mais les animateurs d'Axe vont sûrement répondre aussi, peut-être de créer un certain nombre de visioconférences thématiques assez rapidement après la sortie pour effectivement peut-être mobiliser la communauté. Est-ce que Julien, Xénie ou sur la partie économie, voilà, vous voulez ajouter quelque chose ou Pierre? Moi, j'allais répondre tout à l'heure exactement autour de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on a aussi cette mission-là d'aider à structurer et à organiser des actions d'animation scientifique qui permettent d'élargir le truc. Sur ta question spécifique, Daniel, je pense que effectivement, c'est en le prenant juste par les tourbières et leur rôle, la gestion des tourbières sur le cycle du carbone, ça fait court pour les projets avec les ambitions qu'on a. En revanche, de l'intégrer dans les dispositifs, dans un programme plus large qui touche aux usages des sols, aux dispositifs, par exemple, de certification carbone, etc., il y a sûrement la place, en élargissant la focale au-delà des tourbières et avec des méthodes qui peuvent bénéficier de l'ICI à l'autre. Alors, sur un projet à intégrer dans un consortium plus large, d'après moi, et spécifiquement pour lancer des actions d'animation, ben ça, on peut organiser des choses avec Cathy et Hervé en collaboration avec toi sur ces questions-là et essayer de voir le scope le plus approprié. Je pense qu'une proposition qui pourrait être faite, c'est de nous envoyer un peu les... Je ne suis pas du tout spécialiste des tourbières, hein, mais enfin, le peu que je connaisse, c'est l'inclusion des tourbières dans la politique agricole commune, quoi, puisque c'est une question qui a été posée dans le cadre plus large de l'intégration des zones humides, alors au sens de la commission pour la PAC, quoi, c'est-à-dire qui inclut des tourbières. Et c'est poser des questions de quelle taille minimale, jusqu'à où je vais, et puis il y a des questions de gestion, parce qu'ils ne sont pas tous de propriété privée, quoi, voilà. Donc, je pense que ce serait bien de nous envoyer par bullet point, hein, tout bête, hein, voilà, les questions, disons, socio-économiques, de gestion, de politique publique, etc., que ça pose, pour qu'on puisse voir ensuite avec, comme ça a été dit par Jacques, là, dans le chat, avec des économistes qui sont sur les zones humides un peu, si ça les intéresse de regarder ça, sachant qu'il y a des gens qui ont regardé un peu ça dans le cadre plus général des zones humides.
Stéphanie avait levé la main, mais donc pour Christophe Plomion, c'est un petit peu la même réponse, hein. Christophe, faut pas hésiter à envoyer un mail, donc soit vers les animateurs, j'imagine, de l'Axe 3 ou vers Pierre et Patricia, ou voilà, pour voilà, solliciter finalement via des questions et voir ce qui peut être mis en place. Et avant de passer la parole à Stéphanie, la deuxième question de Christophe, c'était, on revient plutôt à la procédure. Est-ce que tous les projets soumis font l'objet d'un échange oral avec le jury? Je dirais le jury est souverain, donc il décidera. En gros, c'est ça. Mais sur la première phase, en gros, il y avait des projets qui n'étaient pas invités à l'audition avec le jury et qui étaient en quelque sorte classés C, même s'il n'y avait pas de notes, c'est-à-dire qui étaient éliminés avant la phase. Mais peut-être Stéphanie, en gros, le jury est souverain, hein, donc c'est lui qui décide combien de projets il auditionne. Stéphanie ou Kevin? Oui, On- bah, juste, je vais peut-être rappeler deux choses que vous avez déjà évoquées, hein. C'est que les projets, effectivement, doivent être très structurants pour la communauté. Et d'autre part, rappeler qu'on est dans un cadre de programme exploratoire. Donc, le but, c'est bien, vous l'avez dit, mais peut-être de le rappeler, de faire sauter des verrous, c'est-à-dire, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, pas recherche as usual, quoi. Il faut vraiment des choses un petit peu novatrices. Euh, Kevin, tu veux répondre peut-être pour la procédure? Oui, bah, ouais, je vais rejoindre un peu ce qui a été dit, hein. De toute façon, voilà, oui, effectivement, le jury est souverain, hein, pour revenir sur ce point-là. Effectivement, ce qui a été fait à la vague 1 peut être aussi différent à la vague 2, hein, en termes de sélection aux auditions ou pas, hein. Là-dessus, c'est vrai que c'est vraiment, on laisse toute la latitude au jury de choisir un peu comment il veut procéder. Donc, là-dessus, voilà, c'est assez libre. Donc, on peut avoir quelque chose de similaire à la vague 1, comme on peut avoir tous les projets auditionnés. Enfin, voilà, en tout cas, l'audition doit être dans l'esprit des personnes qui postulent. Il peut avoir une audition et là-dessus, il faut s'y préparer. Donc, Mais généralement, l'audition est faite pour avoir davantage d'informations sur le projet, hein. Oui, il y a une question d'Isabelle dans le chat sur les TRL. Moi, je sais pas vraiment si alors oui, c'est ça, hein, c'est TRL 1.4, mais je sais pas en fait si cette échelle, elle correspond vraiment à ce qu'on fait Non, dans nos disciplines. le jury ne prend pas enfin, peut le prendre en compte, bien entendu, hein, quand c'est flagrant, mais c'est pas un critère important pour le jury au moment de la sélection des projets. En revanche, ce qui est important, c'est que si vous avez déjà fait 50 publications sur le même projet, ça passera pas, quoi. C'est plus à ce niveau-là, c'est-à-dire que malgré tout, les membres du jury internationaux connaissent bien la littérature, connaissent bien les projets qui sont faits, et je pense qu'il faut bien mettre en avant pourquoi est-ce qu'il faut que vous fassiez ce projet, parce que est-ce que ça va bien apporter à la problématique comme l'ont présenté Pierre et Sylvie tout à l'heure. Merci. Kamel, Louis, levez la main depuis un moment. Bonjour tout le monde. Moi, en fait, vous m'entendez bien, je n'ai pas de caméra, je suis désolé. Oui, impeccable. Très bien. Moi, j'ai une question par rapport à l'axe 4 qu'il a présenté Stéphane. J'ai l'impression un peu large pour moi. Tu parles, Stéphane, d'intégrer de préférence l'offre et la demande, l'adaptation, l'atténuation. Ça devient beaucoup de choses, en fait. Je comprends que l'idée, c'est d'avoir un projet ambitieux, mais en même temps, d'avoir un projet aussi réaliste. Des fois, on peut être accusé de survendre des projets, ensuite on est incapable de livrer ce qu'il faut. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une priorité un peu, peut-être pas à ce stade, et ensuite, est-ce que les membres du jury auront une espèce de guideline pour choisir des projets ou ils sont libres? Donc, parce que pour savoir comment dirais-je, parce que des fois on essaie de mettre beaucoup de choses et ensuite ça peut être pénalisant, etc. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des priorités au moins
Voilà, donc bon, c'était juste, j'ai trouvé un peu trop large en fait. Merci de ta question, Kamel. Ça va permettre de préciser aussi quelque chose que j'ai dit rapidement à la fin. Donc, alors, à ta question, est-ce que le jury sera libre? Oui, c'est sûr. Il sera libre. Alors, il a comme indication, j'imagine, ce qu'on a mis dans l'appel d'offres. Effectivement, on a balayé très, très large, tu l'as dit. L'idée, c'est pas d'avoir un projet qui fasse tous les éléments que j'ai déclinés qui sont déclinés dans l'appel d'offres et que j'ai déclinés dans la présentation. L'idée, c'est d'éclairer au moins quelques-uns de ces éléments et en allant plus loin, comme je le répétais tout à l'heure, que ce qui peut être fait habituellement, c'est-à-dire aller plus loin en termes de soit d'échelle spatiale, soit de mécanismes pris en compte, soit d'intégration des aspects de demande, d'intégration de la transformation, etc. Bien sûr, ça ne couvrira pas l'ensemble des points qui ont été évoqués. Et dans mon esprit, l'idée, c'était dans notre esprit, l'idée, c'était d'attirer au maximum un grand nombre, une communauté suffisamment large pour pouvoir couvrir le plus possible le champ des questions à travers différents projets, si possible. Est-ce que ça répond à ton inquiétude là-dessus? Oui, oui, merci Stéphane, on en discutera, merci. Je ne sais pas si Non, Hervé, Cathy, vous voulez compléter là-dessus? Non, non, enfin, non, j'ai dit non, puis je vais faire un peu, mais ça c'est toujours pareil. Clamel, le point surtout, c'est qu'il faut montrer, évidemment, j'ai tendance à dire ça comme ça, dans ton projet, comme dans tout projet, quoi, quel est le caractère novateur par rapport à l'existant et la pertinence, en fait, de la novation, enfin, de l'aspect innovant que tu veux mettre en avant en termes de recherche, quoi. Et c'est sur ça que jugera aussi le jury international, comme ça a été dit tout à l'heure. Bon, il a une connaissance de l'état de l'art, alors peut-être pas dans tous les détails, mais enfin une bonne connaissance vu leur nombre et les compétences qu'il y a. Donc il faut bien que tu montres qu'est-ce que tu ajoutes de novateur et en quoi c'est pertinent par rapport aux thématiques et aux objets et à ce qu'on vise et aux objectifs d'enfer carbone. Alors évidemment, tu ne vas pas tout prendre en compte, quoi. Voilà, et à toutes les échelles, et à tous les espaces de temps. Il n'est pas question, c'est pas possible, quoi. Ou alors c'est un projet pour 1000 ans, voilà. Et justement, il faut que tu montres bien sur quoi, en fait, tu positionnes ce que tu veux faire, enfin, avec le projet et des ensembles des personnes impliquées par rapport à l'état de l'art. Non, je dis ça parce que, juste en réaction de ce que s'est passé la dernière fois, c'est qu'on s'est concentré, par exemple, la dernière fois sur le carbon farming. On est allé très loin avec des idées un peu novatrices, etc. Mais les jurys, ils ont dit, c'est bien, mais la mitigation via le carbon farming, c'est insuffisant et il fallait élargir. Donc, c'est-à-dire prendre un aspect, le développer bien, d'aller plus loin dans cet aspect-là. Apparemment, des fois, ça ne marche pas. C'est-à-dire, ils veulent quelque chose où on touche à d'autres dimensions de l'atténuation. Donc, c'est pour ça, c'est-à-dire, des fois, on a tendance de choisir un aspect et d'aller le plus loin possible avec un, mais en même temps, le jury n'apprécie pas dans le sens que la séquestration via le carbone uniquement, ce n'est pas la meilleure solution. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais bon, je comprends tout à fait ce que vous dites, hein. Le problème, c'est qu'on n'est pas le jury, hein. Ouais, c'est bon. Non, mais on n'a pas C'est forcément bon. le même jugement. Ça, c'est Ouais. normal aussi, quoi, voilà. Ah. Donc, en tant qu'animateur ou en tant que responsable du projet pour Pierre et tout ça, c'est lui. Et on ne sait pas comment réagira le deuxième, comme ça a été dit. Il peut réagir un peu différemment, quoi. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, quand même, ayant vu, enfin, c'est un peu d'élargir au-delà du carbon farming, si tu veux, quoi. Non, non, Même si dans carbon farming, tu peux déjà mettre beaucoup de choses, comme tu le sais. exactement. Non, très bien, très bien. Parfait. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on n'a plus de main levée. On n'a rien non plus dans le chat.
voilà, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose, je peux dire 2 mots de conclusion. Donc, Peut-être juste rajouter de ne pas hésiter à nous contacter, comme ça a été dit tout à l'heure, soit sur les questions, soit sur des questions sur le périmètre, soit sur des questions de chercher des partenaires ou des choses comme ça. C'est notre rôle aussi, ou d'organiser des événements qui permettent d'enrichir les projets, enfin, la réflexion générale plutôt. Voilà, n'hésitez pas. Oui, parce que c'était les éléments que je voulais rappeler pour la conclusion. Alors déjà, je voulais remercier voilà, toutes les personnes qui se sont connectées, remercier plus spécifiquement les animateurs donc des axes 3 et 4, donc Zénie, Julien, Hervé, Stéphane et Cathy, donc bah, pour la conception des questions scientifiques dans l'appel d'offres et pour l'animation là, de ce webinaire. Donc merci beaucoup. Avec Sylvie, on a trouvé ça super. Donc 24 janvier, c'est ça la date. Donc bon, bah ça laisse quand même un peu de temps hein, pour préparer ces projets et donc qu'il y ait un petit peu d'animation scientifique avant la phase de rédaction frénétique en janvier. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, vers les animateurs d'Axe, vers Sylvie, Patricia et moi, pour qu'on puisse aider et contribuer à améliorer les projets, à faire des rencontres pour faire des projets plus structurants et plus riches. Et sinon, on a aussi confiance en vous pour faire des projets super. Et donc, on se réjouit aussi de ça, même si on aura le verdict avant l'été. Voilà. Donc, sauf si quelqu'un veut encore ajouter quelque chose, je pense qu'on peut clore ce webinaire. Bon, bah c'est parfait. Bah écoutez, merci à tous et puis bonne journée et donc à bientôt sous une forme ou une autre. Et merci à Merci. l'ANR, Merci, merci au aussi revoir. à Kevin et Stéphanie d'être Au revoir. venus. Merci à tous, bon appétit.